Vous êtes titillé à l'idée de savoir si vous êtes un couple compatible. Généralement, si cette question vous vient, c'est parce que vous avez vécu des difficultés, des choses qui ont été pénibles pour vous, et que vous avez le sentiment de ne pas réussir à les surmonter. Alors prenons le temps de nous arrêter sur ce sujet, avec plusieurs aspects que je vais aborder avec vous aujourd'hui. L'attirance, le mystère et les révélations relatives à l'attirance. Bien entendu, la compatibilité, les valeurs compatibles ou non, les valeurs communes ou non. Le fait d'être fait l'un pour l'autre. Et je le saurai pour la prochaine fois, comment faire pour qu'un couple dure. Allez, on attaque le sujet aujourd'hui. Je m'appelle Pascal Kionkion, votre coach, thérapeute, praticien en relation d'aide, pour vous donner toutes les clés pour être heureux à deux. Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous ce mois-ci pour cette question de la compatibilité qui m'est venue parce que j'ai eu plusieurs questions cette semaine autour de ce sujet. Je me suis dit, allez, pourquoi pas l'aborder directement pour vous donner des clés, parce qu'en plus, je sais que c'est une préoccupation qui émerge quand on passe par des difficultés conjugales et qu'en plus, elles sont récurrentes, qu'on a l'impression de ne pas en sortir. Alors justement, en introduction de ce sujet, je voudrais quand même rappeler que 69% des conflits conjugaux sont insolubles, d'après les statistiques éditées par John et Julie Gottman, qui sont les fondateurs du Lab Love, le laboratoire de l'amour, qui a été fondé il y a plusieurs décennies et avec lesquels ils ont pu travailler presque scientifiquement avec des statistiques, au point qu'aujourd'hui, ils peuvent rapidement, presque, j'allais dire pas en un clin d'œil, mais avec quelques entretiens, déterminer si un couple a pris une direction de séparation ou une direction dans laquelle il est possible d'envisager de poursuivre la vie à deux et de dépasser certains conflits. Alors je rappelle juste les statistiques parce que c'est quand même intéressant de se dire qu'il y a 69% des conflits qui sont insolubles. C'est la raison pour laquelle c'est pour moi important, presque impérieux, de miser sur l'apprentissage de qui l'on est et de qui est l'autre, parce qu'on sait qu'il y a de nombreux conflits qui seront insolubles. Donc c'est vraiment important, et que c'est une question de la compatibilité qui souvent vient assez tardivement. C'est quand on a déjà vécu ensemble, qu'on s'est installé en couple, qu'on a traversé des kilomètres d'expérience, qu'on a l'impression que la montagne est trop haute à gravir et qu'on se pose la question de la compatibilité quelque part. Je voudrais qu'on se la pose avant, en amont, que cette question ne survienne pas suite à des difficultés, mais qu'elle survienne parce que c'est une question de principe à se poser quand on se met en couple. Alors, même si vous êtes déjà en couple depuis quelques années, quelques mois, ou même plusieurs décennies, la question de la compatibilité peut quand même continuer à se poser, parce que combien de couples divorcent au moment du départ à la retraite, par exemple ? Combien de couples divorcent au moment du départ du dernier enfant ? Donc la question reste d'actualité, que l'on soit un couple naissant ou un couple historique. Et pour moi, dans les fondements de la relation conjugale, c'est-à-dire du couple, quand je dis conjugal, vous n'êtes pas forcément marié, ça veut dire que vous conjuguez votre vie à deux, on a, avant de se poser la question de la compatibilité, besoin de se poser la question d'apprendre à se connaître. Et combien de couples ont démarré sans apprendre à se connaître ? Combien de couples ont démarré sur la séduction ? Je vais chercher à lui plaire, à m'adapter à lui, à m'adapter à elle. Et du coup, je vais changer le jeu, modifier les cartes, au point que finalement, au bout de quelques années, on atterrit et on se dit, bah voilà, j'en ai ras-le-bol de faire des efforts, maintenant je vais être moi-même. Et c'est la grande déception pour le conjoint. Donc, si vous avez joué ce jeu de la séduction, prenez maintenant la responsabilité et le courage nécessaire pour aller dire à votre conjoint « Je suis vraiment désolé, je tenais tellement à vivre avec toi et à partager ceci et cela que j'ai forcé sur la séduction et je suis conscient qu'un des risques, c'est que tu sois déçu au bout de quelques temps de vivre avec moi. Et j'aimerais vraiment qu'on joue la transparence pour que tu me dises, dès que ça apparaît, ce qui peut pour toi être un facteur de déception. » Vous entendez que j'ai parlé de courage aussi, parce que j'entends bien qu'il y a du courage à avoir là-dedans. Mais en fait, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous ne le faites pas et votre conjoint sera déçu, soit vous le faites et votre conjoint sera déçu. Donc, je vous encourage à le faire. Par contre, le gros avantage de faire cette démarche, de dire, voilà, j'ai cherché à te séduire, j'ai conscience d'avoir embelli ceci, d'avoir minimisé cela, permet d'instaurer
un peu plus de facilité de confiance, on va dire, plutôt de se dire, allez, je me suis fait avoir, là, en fait, j'ai l'impression d'avoir eu un mec ou une nana qui était comme ci, comme ça, et qui, tout compte fait, ne l'est pas. Et qui, en plus, me l'a caché. Donc, je me suis fait avoir, vraiment. Alors que si on va jouer la transparence en disant, voilà, j'ai conscience de ça, c'est un jeu, la séduction. Et c'est intéressant de savoir que c'est un jeu, et dans un jeu, on perd. Ou on gagne, mais aussi on perd. Alors que si on est soi, on risque moins de perdre, parce que l'autre nous aura vu, pas forcément brut de décoffrage, mais il nous aura vu comme on est. On n'aura pas triché, on n'aura pas joué. Et ça, c'est une chose à laquelle je vous encourage à être sensible. C'est le premier point sur lequel je voulais m'arrêter avant de passer sur le point de l'attirance. L'attirance, mystère et révélation. Alors on pourrait dire, pourquoi mystère et révélation? Parce qu'en fait, vous pouvez avoir remarqué, que vous soyez dans votre premier couple ou dans votre énième couple, vous pouvez l'avoir remarqué quand même, que vous êtes attiré à peu près par les mêmes profils. On va schématiser, les châtains musclés, les blonds aux yeux verts, les brunes aux yeux foncés ou aux yeux bleus, les baraqués ou les petits trapus, les drôles, ceux qui prennent la parole en public, les extravertis, ou plutôt ceux qui sont refermés sur eux-mêmes, introvertis, timides, un peu fragiles, chétifs. Quel que soit le profil. Et j'ai parlé ici de profils à peu près physiques et de quelques comportements, mais on peut aller aussi plus loin, ceux qui sont super bien habillés, ou ceux qui ont plutôt une tendance à être détendus, ceux qui aiment faire rire, ceux qui... qu'importe, vous pouvez remarquer que vous êtes attiré à peu près par les mêmes profils. Alors, on pourrait se dire, oui, mais c'est un hasard, c'est comme ça. Non, il n'y a pas de hasard, en fait. Vous êtes attiré par les mêmes profils à peu près, les mêmes types, on parle de typologie, parce que ça dit quelque chose à votre sujet, pas au sujet des personnes qui vous attirent, à votre sujet à vous. Et ça, c'est intéressant, peut-être que je ferai une émission complète sur ce sujet. C'est intéressant pour comprendre les mécanismes de l'attirance, en fait. Je ne suis pas attiré par la personne qui est en face de moi, mais je choisis d'être attiré par cette personne-là, et plutôt par cette typologie de personne. En fait, je suis en train d'inverser la situation, vous avez l'impression de subir l'attirance, c'est plus fort que moi, j'y peux rien. Si, c'est pas plus fort que vous y pouvez, vous êtes en train de répondre à un programme qui est inscrit en vous et qui fait que vous serez attiré par ces personnes-là. On le constate également, et plus particulièrement pour des personnes qui sont attirées par certaines personnes qui ont des psychoses quelque part, des dysfonctionnements assez importants, et dont on constate que cette attirance résulte d'un besoin pour répondre à. Et je vous donne justement cette piste. En fait, l'attirance est le résultat d'une recherche profondément inscrite en nous, relative à un trait de personnalité ou à des traits de personnalité ou des profils, que ce soit des profils avec des aspects positifs et négatifs, qui vont nous permettre de faire plusieurs choses. De, entre autres, guérir nos blessures, combler un besoin, vivre du conflit, notamment quand c'est négatif, avec des personnes avec lesquelles on a compris que le conflit ressemblerait à ceci et à cela à peu près, et par conséquent, on est rassuré, parce que même s'il y aura conflit, tension, ça peut participer à nous rassurer. Certaines personnes me disent, mais c'est bizarre, j'ai un couple d'amis, ils sont tout le temps en train de se crêper le chignon et en même temps ils sont heureux. Oui, parce qu'ils savent qu'ils se sont retrouvés pour pouvoir gérer le conflit d'une manière qui ressemble à celle qu'ils ont apprise dans leur couple parental, qui avait un gros point commun, ou dans leur fratrie, etc. Donc c'est quelque chose d'assez rassurant. On n'aime pas aller là où on ne connaît pas. Quand on ne sait pas comment ça marche, on est inquiet, parfois même anxieux, voire angoissé, avec des symptômes pathos carrément somatisés. Alors que quand on sait comment ça marche, même si c'est très désagréable, voire douloureux, on peut avoir en même temps ce sentiment d'être rassuré parce qu'on est avec un fonctionnement que l'on connaît. Donc cette question de compatibilité, elle a tout son sens quand justement on est dans cette dynamique-là où on pourrait avoir l'impression d'une incompatibilité, mais qui en même temps paraît compatible. Parce qu'on ne s'entend pas bien, mais en même temps on se sent rassuré. On est en tension ou en conflit avec quelqu'un qui nous agace, mais qui nous sécurise en même temps. Et cette apparente dichotomie, voire paradoxe, n'est pas si paradoxal que ça, parce que comme je vous l'ai expliqué il y a quelques minutes,
on cherche beaucoup, beaucoup à être rassuré dans une relation, à être en sécurité. Et même s'il y a des violences, qu'elles soient verbales, physiques, des conflits, des humiliations, etc., eh bien, on peut se sentir rassuré si ça correspond à quelque chose que l'on a connu dans notre enfance, dans notre adolescence ou dans notre période de jeune adulte, avec nos pères, P-A-I-R-E-S, donc ceux qui avaient à peu près le même âge que nous, comme avec nos parents ou nos frères et sœurs. Je rappelle juste, ou peut-être que vous ne le savez pas, mais si vous ne le savez pas, vous le découvrez. Si vous le savez, je vous le rappelle que compatible veut dire qui permet, qui admet. Finalement, quand on se sent incompatible avec l'autre, ça veut dire qu'on n'a pas envie de se permettre et de permettre, ou qu'on ne veut pas admettre l'autre comme il est, ou admettre ce que l'on vit. Finalement, on est dans une forme d'approche qui correspond à ce que j'aime dans ce mot auteur, où on autorise, on n'autorise pas à être soi. Quand on est dans ce qu'on estime être compatible, ça veut dire qu'on est dans une relation qui permet d'être soi-même, où l'on accepte d'être soi-même, où l'on se permet d'être soi-même, et où en même temps on accepte l'autre comme il est, on l'accueille comme il est. L'incompatibilité est donc l'inverse, la grande difficulté à permettre à l'autre de s'exprimer comme il a envie de le faire, d'admettre ce qu'il est et ce qu'il choisit de faire, et donc c'est là que commencent les étincelles. Dans un podcast précédent, j'ai pris le temps d'expliquer l'importance de la première année. J'ouvre juste la parenthèse, si vous êtes dans un jeune couple et que vous venez de vous installer, ou même si vous êtes dans un couple qui date de 3, 4, 5 ans mais que vous n'avez pas vécu ensemble et que vous venez de vous installer, prenez vos lunettes pour bien observer votre première année et la construire en conscience plutôt que de la subir. Parce que dans 5 ans, vous allez vous retrouver, je dis 5 ans, c'est 3 à 5 ans, en vous demandant où est-ce que vous êtes, d'accord ? Alors, si vous êtes un couple déjà installé, il y a quand même matière à travailler pour se retrouver face à soi-même, si ça fait plusieurs années que vous êtes déjà ensemble, et décider de licencier les fantômes et les fantasmes que vous avez projetés dans votre vie conjugale. Je dis si ça fait un moment que vous êtes ensemble, mais même si vous êtes au tout début de la première année, parce que quel couple ne se met pas ensemble avec des fantasmes et des fantômes projetés ? Alors, ce que j'appelle les fantasmes, c'est ce qu'on dit en psychologie, c'est une projection où on va mettre en l'autre des aspirations pour lesquelles il ne nous a pas dit « tu peux compter sur moi pour ça ». Et même s'il nous l'a dit, on n'a pas la certitude que ce sera le cas. Donc c'est nous qui avons choisi de croire sur parole que l'autre sera notre sauveur, notre soutien, notre épaule, notre amoureuse, notre reine de cœur et tout ce qu'on veut. D'accord ? Donc l'autre a dit ou s'est engagé à quelque chose qui ressemble à ce qu'on aurait aimé en fantasme, on signe en bas de la page. Et puis, quand je parle de licencier les fantômes, ce sont quelque part les fantasmes qui n'ont même pas été évoqués, voire énoncés pendant les fréquentations ou le début de la vie commune, mais qui sont là, présents, et qui en plus revêtent des aspects négatifs. J'ai dit tout à l'heure que même si c'est négatif, ça peut être rassurant. Donc le négatif devient positif puisqu'il est rassurant. Et là, ça peut être intéressant dans un exercice de face à soi, de se retrouver avec ces deux dimensions, les fantasmes, tous nos rêves, nos aspirations, tout ce qu'on a épousé et qui n'a pas été... ou plutôt pour lequel on a donné notre accord, on a l'impression que l'autre a donné son accord et qu'on allait vivre ça. Et puis les fantômes, ce qu'on a soi-même commencé à projeter sans l'accord de l'autre et qui plus est, englobe des aspects négatifs. Vous pouvez faire cet exercice par écrit pour commencer à travailler vraiment sur vous-même de manière à creuser cette question de la compatibilité. Votre couple est-il compatible ou incompatible ? Et puis, on peut adosser à ça l'exercice du miroir. Et se poser la question toujours par écrit, parce que c'est plus simple de pouvoir se relire, et vous pouvez faire cet exercice d'ailleurs en couple, en le faisant chacun de votre côté, avant de venir le mettre en commun, c'est de vous interroger sur 4 questions. Qu'est-ce que j'ai cherché dans mon couple ? Quand je t'ai choisi, qu'est-ce que j'ai cherché ? Deuxième question. Qu'est-ce que j'ai voulu combler ? Quel besoin ai-je voulu combler en te choisissant toi ? Troisième question. Qu'est-ce que j'ai voulu fuir ? De quoi avais-je
peur qui m'a conduit à te choisir toi. Vous voyez qu'on est sur le recto verso d'une même dimension dans laquelle on va intégrer la réalité que c'est vrai, à l'insu de notre plein gré, on a quand même cherché à fuir quelque chose dans la relation. Et parfois, on a essayé de prendre l'opposé de son père ou l'opposé de sa mère ou la même personne que son père ou sa mère. Ça inclut quand même qu'on a cherché à fuir quelque chose dont on avait peur. Peut-être peur d'être avec quelqu'un qui ne ressemble pas à son père ou à sa mère. Ou peut-être peur d'être avec quelqu'un qui ressemblait à son père ou à sa mère. Mais il y a cette notion de fuite et généralement à intégrer aussi dans ses préoccupations. Et puis la quatrième question, c'est dans mon couple, dans le couple que j'ai formé avec toi, j'ai cherché à me rapprocher de qui ? De mon père, de ma mère, de mon oncle, de ma tante, de mon prof, du prince charmant, du gars que j'ai vu dans un film, d'un acteur que j'ai lu d'un personnage que j'ai lu dans un livre. Et du coup, prendre conscience de qui on a voulu se rapprocher, une forme de revivance, ça je veux le vivre absolument. Où est-ce que j'ai vu, où est-ce que j'ai expérimenté quelque chose qui fait que j'ai voulu trouver un partenaire avec lequel j'avais l'assurance que je pourrais vivre ce rêve qui s'avère être parfois un mythe. Alors parfois c'est un rêve, on arrive à le vivre. Mais il arrive bien souvent que ce soit un mythe, et c'est là que se pose la question de la compatibilité. Parce que je pensais qu'on vivrait ceci et cela, et on ne le vit pas. Non, mais est-ce qu'on est vraiment compatible, quelque part ? Le troisième volet que je voudrais ouvrir sur ce sujet, votre couple est-il compatible ? C'est la question des valeurs. Parce que on m'amène régulièrement la question des valeurs en disant, mais et si nos valeurs ne sont pas compatibles ? Ou est-ce qu'il faut que nos valeurs soient compatibles ? Ou bien que nos valeurs soient communes, c'est-à-dire à peu près les mêmes. Alors ça, c'est un leurre aussi, et je voudrais le piétiner à coups de sautillement même, parce qu'en fait, c'est pas là que se pose la question. On peut avoir des valeurs qui semblent compatibles et qui ne le soient pas. On peut avoir des valeurs identiques sur le papier et qui s'avèrent ne pas l'être. Donc, j'accompagne de nombreux couples sur la question des valeurs, compatibilité des valeurs et points communs sur les valeurs, divergence, vision de la vie. Donc, si vous avez besoin de travailler en couple là-dessus, je peux vous donner quelques éléments, bien sûr. Vous pouvez prendre rendez-vous sur le blog Couple Heureux et pendant un entretien simple, par exemple, je vous donne les éléments pour construire votre exercice sur les valeurs de manière à en tirer profit, parce que je ne veux pas que vous, quelque part, arrosiez vos plantes avec de l'essence en vous disant, en fait, comme on n'a pas les mêmes valeurs, c'est pour ça que notre couple va pas bien. Non, vous pouvez avoir les mêmes valeurs que votre couple aille mal. Vous pouvez avoir des valeurs qui ne soient pas identiques et que votre couple aille très bien. Donc ne pensez pas vous tirer une balle avec cette potentielle incompatibilité ou compatibilité des valeurs, parce que c'est pas aussi binaire que ça pourrait le paraître. Quatrième volet, qui sera peut-être le dernier, je ne sais pas, c'est la question, est-ce qu'on est fait l'un pour l'autre ? Alors ça, c'est aussi une question mythe. Parce qu'en fait, en général, quand on a démarré un couple, on ne se pose pas la question. Je vois rarement quelqu'un qui dit j'ai pécho hier soir et je me demande si on est fait l'un pour l'autre. Cette question, elle est difficilement sujette à réponse, parce que peut-on affirmer que quelqu'un est fait pour l'autre, en fait ? Alors déjà, sur le plan rationnel, c'est forcément faux, parce que je ne suis pas fait pour mon conjoint n'est pas fait pour moi. La rencontre est fortuite, elle a des raisons liées à ce que j'ai évoqué dans l'attirance, mystère et révélation, mais je ne suis pas déterminé ou prédéterminé pour vivre avec l'autre. Je ne peux pas épouser ce déterminisme-là. On est sur une liberté de choix, même si elle répond à un programme avec une volonté d'être en sécurité émotionnelle, au point de faire qu'on se rapproche de tel ou tel. Mais il n'y a pas, pour ma part, de « je suis fait pour lui » ou elle est faite pour moi. Non, ça, c'est un mythe. Donc je voudrais qu'on le vire, et je préférerais plutôt qu'on travaille sur le fait de s'épouser au sens étymologique, prendre la forme l'un de l'autre, plutôt que d'être fait l'un pour l'autre, parce qu'on peut prendre la forme l'un de l'autre en évacuant complètement l'idée d'être fait l'un pour l'autre,
et apprendre à s'épouser. Et ce que j'aime dans cette démarche qui consiste à s'épouser, même si on n'est pas marié, ou oubliez le rituel mariage ou le principe mariage, mais le fait de vivre l'un avec l'autre fait que l'on va s'épouser, parce que forcément on s'adapte l'un à l'autre. Et je trouve justement très enrichissant cette perspective parce qu'elle met en évidence que l'on est conscient d'être des vivants et que le fait de vivre ensemble implique naturellement la nécessité de s'adapter l'un à l'autre. Ça fait penser à un podcast. Est-ce que dans un couple, on doit faire des efforts ? C'était la réponse à une question qui m'avait été posée plusieurs fois en quelques semaines. Donc je me dis, j'allais faire un podcast là-dessus. Allez l'écouter, parce que ça peut être intéressant pour vous. Il y a la réponse dans ce podcast notamment, mais véritablement, ayez à l'esprit, on va s'épouser. On va s'épouser, ça veut dire qu'il y a des moments où je vais me mettre contre mon conjoint et ça va faire mal parce que si je peux prendre une image, il y a une épine, il y a un coude, il y a un os qui dépasse. Voilà, j'ai mal au début. Comment peut-on faire pour qu'on puisse se mettre l'un contre l'autre et que ce soit confortable pour l'un comme pour l'autre? Ça demande du travail, d'adaptation mutuelle, ce qu'on appelle s'épouser. Donc, est-ce que votre couple est compatible ? Eh bien, on ne peut pas répondre à cette question comme ça, d'un claquement de doigts. C'est un travail que vous allez faire ensemble dans votre couple, que vous allez faire même si ça fait longtemps que vous êtes en couple. Vous pouvez vous poser pour savoir si vous êtes compatible et dans quelle mesure vous pouvez répondre à cette notion de compatibilité, dans quelle mesure vous vous permettez d'être vous et vous permettez que votre conjoint soit lui. Si ce n'est pas le cas, pourquoi ? Qu'est-ce qui bloque ? Et que vous puissiez vraiment travailler l'un avec l'autre pour finalement vous épouser. Alors, pendant que je préparais ce rendez-vous, ce podcast, je suis tombé sur un site qui s'appelle Psychologie, que vous connaissez sans doute, avec un entretien avec Salomon Nasielski, qui est praticien en Belgique, et qui propose cette question par rapport à cette notion de compatibilité conjugale. Et je suis franc avec vous en vous disant que j'ai sauté au plafond en lisant certaines questions que j'ai trouvées pour un accompagnant assez limite par moment. Alors je vous lis les questions. Première question qu'on pourrait se poser pour savoir si on est compatible, nous intéressons-nous à la vie de l'autre ? Deuxième question, avons-nous du respect et de l'admiration l'un pour l'autre ? Troisième question, avons-nous envie de partager des émotions ensemble ? Quatrième question, sommes-nous prêts à nous laisser influencer l'un par l'autre, à accepter de céder du terrain sur certains domaines et à en gagner sur d'autres ? Cinquième, sommes-nous capables de résoudre des conflits mineurs ? Sixième, sommes-nous prêts à revoir nos positions pour dépasser un conflit ? Septième, avons-nous la même conception de la vie et de notre avenir ? Et il continue en disant, si vous répondez oui 7 fois, vous êtes un couple solide. Vous répondez non ou hésitez sur une question, il est bon d'y réfléchir pour solidifier votre relation. Et c'est là que je trouve un peu simpliste cette approche, permettez-moi, désolé pour Salomon Nasielski. Je ne l'ai pas en face, donc j'ai lu juste son article, une interview avec cette question, mais notamment pour prendre la 7e, avons-nous la même conception de la vie et de notre avenir ? Ça correspond à ce que j'ai abordé dans le sujet. On peut ne pas avoir la même conception de la vie et de l'avenir et être compatible. Ça dépend de l'implication, ça dépend du point, de la portée de ce que ça veut dire. Il existe par exemple 2 personnes qui ont un bord politique complètement différent, un qui est de droite et un qui est de gauche, et que la vie commune soit complètement compatible et agréable. Donc on peut avoir une vision de la vie différente, et en politique, on est bien sur une conception de la vie et de l'avenir qui est différente. Il y en a un qui est de droite et l'autre qui est de gauche. Ça n'empêche pas la vie conjugale, et ça n'empêche pas la vie conjugale heureuse, et même la vie familiale avec des enfants qui découvrent qu'ils ont un parent de droite et un autre de gauche. Dans la 5e question, il demande: sommes-nous capables de résoudre des conflits mineurs ? Alors déjà, c'est difficile de savoir ce qu'est un conflit mineur. On passe Noël chez tes parents ou chez les miens ? Ah non, on passe Noël chez mes parents. C'est un conflit mineur ou majeur ? On met nos enfants en école publique ou en école privée ? Ah non, école publique. C'est un conflit mineur ou majeur ? Je ne sais pas ce qu'est un conflit mineur ou un conflit majeur. Finalement, c'est au couple de me dire si c'est... Enfin, même pas au couple. C'est au conjoint qui estime que de me dire si c'est un conflit mineur. Mais ça peut être un conflit mineur pour l'un des conjoints, un conflit majeur pour l'autre. Et vice-versa. Par conséquent, je ne sais pas trop comment répondre à cette question. Je rappelle juste que 69% des conflits sont insolubles. Ça veut dire qu'il nous reste 31% de conflits à résoudre.
quels sont ceux qui sont mineurs, quels sont ceux qui sont majeurs. Je préfère travailler sur l'approche de John et Julie Gottman, je vous le recommande vivement, notamment avec le livre « Les 8 rendez-vous amoureux » que vous voyez sur la page d'accueil du blog Couple Heureux, un livre que je recommande à tous les couples. D'ailleurs, il y en a 2 qui sont fondamentaux. 1, Les langages de l'amour de Gary Chapman. 2, Les 8 rendez-vous amoureux de John et Julie Gottman. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que dans les 7 questions à se poser selon Salomon Jasielski, il n'y a rien sur les langages de l'amour. Alors je suis très étonné. Parce qu'en réalité, savoir si on est compatible nécessite de répondre à la question des langages de l'amour. Est-ce que quand tu me dis ton amour, j'ai le sentiment que tu me parles vraiment d'amour, que tu parles mon langage? J'ai sur le blog Couple Heureux également une interview avec Lily qui a lu le livre et avec laquelle on a fait un résumé podcast pour vous faciliter l'envie de le lire, mais ça n'exclut pas la nécessité de le lire. Je vous recommande à le faire parce que ça vous donnera davantage de bases pour répondre à la question de compatible ou pas. Qu'est-ce qu'on fait? On vit ensemble ou pas? On arrête ou on continue? Je reste à votre écoute si vous avez des questions, que vous voulez travailler notamment sur le mur des valeurs, si vous avez besoin d'accompagnement pour l'exercice du miroir avec les 4 questions que je vous ai données. Qu'est-ce que j'ai cherché dans mon conjoint? Quels besoins ai-je voulu combler? Qu'est-ce que j'ai voulu fuir? Et de qui ai-je voulu me rapprocher? Vous avez la retranscription du podcast pour aller récupérer ces éléments. Mais si vous voulez être accompagné soit en amont, soit en aval, soit pendant l'exercice du miroir, pendant l'exercice des valeurs, ou en amont ou en aval, comme on vous semble, je suis là pour vous accompagner. Je crois que c'est vraiment important de comprendre que quand vous êtes en démarche avec moi, vous n'êtes pas tenu d'être là pendant 3 mois, 6 mois, 15 ans. Je peux avoir un entretien avec vous 1 ou 2 fois. Et puis, bye bye, puisque vous avez des clés, vous savez maintenant comment ouvrir telle et telle porte et comment fermer telle autre pour continuer à construire votre bonheur à 2. Je compte sur vous pour les étoiles sur les réseaux sociaux, pour lire vos commentaires et vos remarques. Si vous avez des questions, si vous avez des objections, je suis tout à fait disposé à les recevoir. Et puis voilà, soyez heureux, quoi. Construisez votre bonheur.